Daniel, comment s'est passé le premier contact avec la transidentité quand votre fille vous a annoncé qu'elle était mal dans son corps? Est-ce que vous vous rappelez du moment, de la journée? Je me souviens pas vraiment du moment de la journée. Je me souviens qu'elle avait à peu près 12 ans, je dirais. Ben dans le fond, elle s'était faite une copine, puis là, elle voulait se faire couper les cheveux. Elle aimait pas ses cheveux longs. Puis moi, je voulais pas. Moi, je la trouvais belle avec ses beaux cheveux longs. Puis à un moment donné, je suis arrivée dans la salle de bain et elle avait des ciseaux dans les mains. Puis elle s'apprêtait à se couper les cheveux, tu sais. Fait que j'ai dit, OK, non, non, tu touches pas à tes cheveux, là. Si tu veux, on va aller chez la coiffeuse, puis on va te couper les cheveux. Puis elle me dit qu'elle était vraiment pas bien, puis qu'elle voulait devenir un garçon. C'est comme ça que vous l'avez appris, Ouais, il me semble que c'est comme ça que je l'avais appris, ouais. soudainement. Oui. Est-ce qu'il y avait des signes annonciateurs? Pas vraiment, à part une seule fois, quand elle avait à peu près 6 ans, je dirais. J'avais écouté un reportage, puis c'était un petit garçon qui voulait devenir une petite fille. Rose, elle avait eu connaissance que j'avais écouté ça, puis elle m'avait dit: Ah, moi, j'aimerais ça être un petit garçon. Elle était jeune, puis elle avait dit: Ben, c'est bien de valeur, mais t'es une petite fille. Puis ça allait rester comme ça, là. C'est sûr que quand elle m'a annoncé ça, moi, ça a été un choc. Parce que justement, il n'y a jamais eu de signe. Jamais, jamais. Elle s'est toujours habillée en fille, elle a toujours joué à des jeux de filles. Elle était jeune, elle voyait des petits gars, elle venait toute excitée. Non, fait que ça a été un gros, gros choc. Et comment avez-vous réagi face à elle, outre la coupe de cheveux? Est-ce que vous avez essayé de discuter avec elle, de la convaincre du contraire? Oui, tout à fait. Je lui disais qu'elle se trompait, qu'il y avait d'autres solutions. Elle était probablement juste pas bien. Elle vivait des événements. Je savais qu'elle était victime d'intimidation à l'école également. Ah oui. Oui, il y avait des policiers, même que j'avais dû faire venir des policiers à la maison parce qu'il y avait une jeune qui avait dit qu'elle devrait se lancer devant un train, tellement qu'elle était laide. Puis je trouvais que c'était des propos assez incitatifs au suicide, naturellement. Puis je trouvais que ça n'avait pas sa place. J'avais appelé les policiers qui étaient allés rencontrer les parents de la jeune, là. Oh. Qu'on connaissait pas d'ailleurs, par exemple, parce que c'était sur les réseaux sociaux. Ah. Donc, Donc on a pris au sérieux oui, la menace ou l'incitation oui, absolument, à se donner la mort. absolument. Puis, Et pourquoi était-elle victime d'intimidation, Rose? c'est difficile à dire. C'est sûr qu'en jeune âge, au primaire, son frère, il a un syndrome de Tourette qui était quand même assez sévère. Euh, Son frère se faisait beaucoup intimider à cause, il y avait beaucoup de tics, puis il y avait des troubles de comportement également. Et étant donné que c'était sa sœur, donc ils ont commencé à l'intimider elle aussi. Elle a un nom de famille qui est assez particulier. Rose aussi, c'est Guérin, mais Guérin Test. Et le nom de Test se faisait beaucoup intimider également. Il faisait des noms, Des des jeux de jeux de mots. mots avec le nom de famille et tout ça. Puis, mais c'était beaucoup par rapport à son frère qu'elle se faisait intimider. Au début, au primaire, là. Puis après ça, mais elle s'est faite intimider par rapport à son apparence. Pourtant, elle était très, très jolie, mais tu sais, elle était complexée. Déjà, je me souviens qu'à l'âge de 5 ans, elle était toute jeune, là. Puis elle aimait pas ses joues. C'est drôle, hein? 5 ans, puis elle disait: Ah, moi, j'ai pas des belles joues, je suis pas chanceuse. Puis déjà, il y a un complexe qui s'installait dès son jeune âge. Ouais. Et l'intimidation est devenue très intense? L'intimidation dont elle était victime? Oui, 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 c'est devenu assez intense. C'est sûr qu'il y en avait beaucoup également sur les réseaux sociaux, là. C'était pas juste à l'école, là. En tout cas, bref, c'est clair qu'elle était malheureuse. Quand elle m'a annoncé ça, moi, j'ai senti que c'était plus qu'elle était malheureuse. Mais moi, je ne croyais pas à la dysphorie de genre. Du tout. Du tout, du tout. Elle vous annonce qu'elle aimerait devenir garçon, vous n'y croyez pas. Pas du tout. Mais quand même, ça enclenche un processus. Oui, absolument. Euh,
Parce qu'elle, elle me dit, tu te trompes, maman, puis je suis vraiment pas bien. Puis elle avait déjà fait quelques tentatives de suicide également. Puis elle me dit que ça devient pas un garçon, elle va se suicider. Donc, on est allé voir des spécialistes. J'ai dit, je vais toujours bien aller voir. Eux autres qui connaissent ça mieux que moi quand même. Puis, c'est sûr que eux, ça a été très, très rapide là, qu'ils m'ont dit que c'était une dysphorie de genre. Vous avez choisi la clinique Meraki. Oui, mais je pense que c'est la seule vraiment qui existe à Montréal. Il y a l'hôpital Sainte-Justine, mais à ce moment-là, on n'était pas au courant qu'ils faisaient ce genre d'intervention-là. Puis, c'est plus Rose, je vais te dire, qui connaissait déjà le centre Meraki. Rose, elle avait fait ses petites recherches sur Internet. Elle, mais ça, je l'ai su par après, là, mais elle avait fait des recherches sur Internet, elle n'était pas bien dans son corps. Donc, elle avait parlé avec d'autres transgenres qui, eux, ils ont parlé du centre Meraki, fait qu'elle savait déjà où elle est, elle. Son chemin dans sa tête, là, il était préparé, puis c'est ce qu'elle voulait. Puis je me suis dit, on va quand même aller voir. Donc, on s'est présenté là, c'était en janvier 2018. Rose, elle a 13 ans à cette époque-là. C'est ça, c'est la première rencontre. Déjà, ils ont commencé à nous parler du Lupron, qui est un bloqueur d'hormones. Puis Rose, elle avait de la difficulté parce qu'elle avait déjà ses règles. Et puis, elle me disait, maman, j'aime pas ça, j'ai mal au cœur quand j'ai mes règles. Puis, elle me disait qu'elle se sentait pas bien avec ça. Fait qu'ils m'ont dit, ça va donner une petite pause. Tu sais, ça va arrêter ses règles, ça va donner une petite pause. Fait que je me suis dit, ça va probablement lui donner un temps pour réfléchir à tout ça. Puis moi, je voulais vraiment mettre ça à pause parce que pour moi, ça a été un choc très, très violent. Ah oui, on imagine, parce que du jour au lendemain, sans qu'il y ait de signes avant-coureurs, votre fille vous annonce qu'elle veut devenir un garçon. Oui, exactement. Et là, vous vous embarquez, vous n'avez pas le choix, vous dites qu'il faut aller investiguer, il faut aller fouiller. Ben oui, étant donné qu'elle avait déjà fait des tentatives de suicide, puis que là, elle me dit carrément que si elle change pas de sexe, elle va se suicider. Moi, je ne sais pas du tout dans quoi je m'embarque là, quand je vais au centre Meraki. Je sais seulement que c'est des spécialistes. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils vont investiguer beaucoup, puis tu t'attends à ce qu'ils fassent une expertise, là, quand même. Là. Mais c'est ça, on me parle du Lupron, au deuxième rendez-vous qui se trouve en mars, donc 2 mois plus tard, ils lui prescrivent le Lupron, au deuxième rendez-vous. Vous êtes là avec elle, évidemment. Oui, je suis là avec elle, mais on m'explique que ça va donner une pause, puis tout ça, puis ça va lui donner le temps de réfléchir. Vous acceptez, vous avez dû signer parce qu'elle avait 13 ans? Oui, pour le Lupron, j'ai dû signer. Vous avez autorisé la prise Oui. de bloqueurs d'hormones? Oui, exactement. Pensant que ce serait une pause pour réfléchir. Exactement. Et par la suite? Par la suite, c'est sûr qu'eux, ils nous ont dit, si vous voulez, vous pouvez avoir un deuxième avis, parce qu'eux autres, ils étaient convaincus que c'était une dysphorie de genre, rapidement comme ça, là. Après 2 rencontres, on parle de dysphorie de genre. Rose, elle avait déjà eu une lettre de cette clinique-là pour ses cours d'éducation physique à l'école, pour pas qu'elle utilise les mêmes toilettes que les autres également. Fait quelque part, moi, je trouvais que ça lui donnait de l'attention à Rose. Puis Rose, elle recherchait l'attention, beaucoup, beaucoup. Puis je voyais ça comme si c'était vraiment ça qu'elle voulait, de l'attention. Parce que là, elle avait un traitement particulier là, à l'école. Ah oui. Elle avait sa toilette à elle, elle n'avait pas besoin de faire ses cours d'éducation physique. Puis le monde trouvait ça cool, là, tu sais. Ben, il y en a qui trouvaient ça cool, il y en a qui trouvaient ça moins cool, mais, tu sais, il y en a qui la félicitaient. Fait que là, tu sais, elle s'est fait couper les cheveux, elle est sortie pas mal publiquement sur les réseaux sociaux, comme quoi qu'elle voulait transitionner. En fait, qu'elle commençait une transition, qu'elle avait commencé à prendre des bloqueurs d'hormones. Puis ça l'a rendue populaire. Rapidement. Elle s'est mise à avoir plusieurs personnes qui s'abonnaient à son compte. Ça l'a rendue populaire. Même elle avait une amie à Ottawa, puis elle allait à Ottawa, puis
Rose se faisait reconnaître, là. On n'est pas de ce coin-là du tout, là. Mhm. Fait que là, ils nous ont dit, si vous voulez, parce que moi, je leur ai dit, dès la première rencontre, j'ai ça dans le rapport du Centre Meraki, justement. La première rencontre, je leur ai dit, moi, j'aimerais ça vous parler seul à seul, sans la présence de Rose. Puis je leur ai fait part de mes inquiétudes, que moi, je ne voyais aucune dysphorie, que j'avais jamais eu de signe. Puis je trouvais ça important de leur mentionner pour qu'il y ait un portrait juste de la situation. Fait que première rencontre, je leur ai parlé seul, puis je leur ai dit ça. Fait que là, ils nous ont dit qu'on pouvait aller chercher un deuxième avis. Mhm. Donc, on a consulté une psychologue du CLSC ici dans la région où j'habite. Ouais. Le Centre Meraki a envoyé une demande pour qu'elle puisse voir un psychologue, parce qu'on voulait un deuxième avis, justement. Et la psychologue a rencontré Rose quelques reprises, puis elle en est venue à la conclusion qu'elle ne pensait pas que c'était une dysphorie de genre. Elle leur a dit d'être très, très prudent, parce qu'elle voyait des traits de personnalité limites. Puis, c'est sûr, Rose, elle y a raconté son vécu. Rose, elle avait quand même vécu des choses difficiles avec son frère, parce que son frère avait un tempérament violent, puis qui était syndrome de Tourette. Elle voyait beaucoup de ça, de ce qu'elle avait vécu avec son frère. Samuel avait beaucoup d'attention, parce que là, il s'est ramassé en centre jeunesse. Fait que notre tentation en tant que parent allait beaucoup vers ça. Tu sais, je devais me déplacer, je devais aller au centre jeunesse, rencontrer les intervenants. Fait que Rose, pendant ce temps-là, elle avait un peu moins d'attention. Puis en s'affichant, ben là, elle comme trans, elle allait chercher énormément d'attention. Ce qui lui manquait à la maison. Puis c'est ça, la psychologue, elle a émis son rapport en juin 2018, disant qu'elle pensait pas que c'était une dysphorie de genre, puis d'être prudent. Et 5 mois plus tard, ben, en novembre 2018, soit au 4e rendez-vous au Centre Meraki, on prescrivait de la testostérone à Rose, malgré la demande de la psychologue d'être très prudent. On a quand même prescrit de la testostérone. On n'a pas considéré la lettre de cette psychologue? Non? Absolument pas. Ni mes craintes à moi. Et puis là, Rose est rendue à 14 ans. Donc, elle n'a même pas besoin de ma permission pour prendre de la testostérone. Mais moi, c'est certain que je suis sur le choc, là, parce que moi, je suis du même avis que la psychologue. Est-ce que le compte-rendu de votre rencontre est dans le dossier médical de Meraki? Oui. Est-ce que la lettre de la psychologue est dans le dossier médical? Non. Il y a des choses qui sont un petit peu manquantes dans le dossier Meraki, effectivement. Ils disent elle a vu une psychologue, que la psychologue disait que c'était probablement pas une dysphorie de genre, mais ils disent qu'ils l'ont pas au dossier. Mais ils l'ont, parce que la psychologue, elle l'a envoyé. Ça, c'est certain, là. C'est eux autres qui avaient demandé une évaluation, puis elle leur a envoyé l'évaluation. Et eux affirment qu'ils n'ont pas de copie de la lettre. Non, mais ils disent quand même dans le rapport que la psychologue ne pensait pas que c'était une dysphorie de genre. Vous, est-ce que vous avez accès à la copie de la lettre? Moi, j'ai accès au dossier médical de Rose. Et dans le dossier médical, là, tout est inscrit, là, le rapport de la psychologue est là. Donc oui, j'ai le rapport de la psychologue. Donc Meraki l'a aussi. Oui, évident. Ah, C'est oui. évident. Mais il disait qu'il ne l'avait pas. Il disait qu'il ne l'avait pas, mais il en parlait quand même. C'est bizarre. Vous aviez l'impression qu'on vous cachait quelque chose? Ben c'est plus quand j'ai lu le rapport, parce que ça fait pas tellement longtemps qu'on a fait venir le dossier du Centre Meraki. Je trouvais ça drôle qu'ils disent qu'il n'y avait pas le rapport, mais par contre, ils parlent quand même de la conclusion de la psychologue. Donc, c'est sûr qu'ils l'ont eu. C'est évident, vu qu'ils en parlent. Ouais. Donc, ça allait très vite. Mars 2018, bloqueur de puberté. Oui. Novembre 2018, les hormones croisées, la testostérone. Oui. Vous faites quoi? Vous vous accompagnez comme vous pouvez? Vous êtes inquiète? Vous êtes... C'est sûr que je suis vraiment inquiète. Mais j'ai pas le choix. Moi, j'ai été obligée de consulter un psychologue qui se spécialisait dans le transgenrisme, si on veut, là. Parce que moi, j'avais besoin d'aide. Je n'étais pas capable d'accepter ça du tout. J'étais en choc.
Donc, je suis allée consulter, puis je faisais part de mes craintes au psychologue également. Je lui disais que jamais j'avais vu de comportement masculin chez Rose, que jamais elle avait joué avec des camions. Puis lui, il essayait de me convaincre que c'est pas parce qu'une petite fille a pas joué avec des camions qu'elle se sent pas comme un gars, que ça voulait absolument rien dire. Tu sais. Elle se faisait des masses dans le visage, tout ça. Je disais, ça veut rien dire. Je disais, oui, mais si elle se trompe, qu'est-ce que je fais si elle se trompe? Parce que j'étais convaincue que ce que je vis présentement, ça arriverait. Ça, j'en étais convaincue à 100%. Et puis le psychologue m'avait dit, ben, Madame Guérin, vous aurez juste à faire le processus inverse avec votre fille. Votre rôle en tant que parent, c'est de l'accompagner. Elle dit qu'elle se sent comme un garçon, fait que vous, votre rôle, c'est de l'accompagner. Puis si un jour elle veut détransitionner, mais vous serez encore là avec elle pour l'accompagner. Donc c'est sûr que t'as pas le choix de l'accompagner. Là. Je pouvais pas la laisser aller toute seule. C'est mon enfant. Mais j'étais convaincue qu'elle faisait l'erreur de sa vie. Et je lui disais, mais elle me disait, non maman, tu te trompes. Moi, je le sais que c'est ça. Et plus ça avançait, de nouvelles étapes étaient proposées. Parce que, bon, blocage de puberté, Oui. hormones de l'autre sexe, Oui. testostérone, mais après, qu'est-ce qui venait? Après ça a été à l'âge de 16 ans. Le 8 janvier, elle a eu sa double mastectomie. Au GRS de Montréal, parce qu'ils ont reçu des lettres de recommandation du Centre Meraki. Comme quoi que Rose elle souffrait d'une dysphorie de genre, puis qu'il fallait procéder à une double mastectomie. Là, Rose est rendue à 16 ans. Mais il n'y avait toujours pas eu d'évaluation approfondie. Il n'y a pas eu de... Rose n'a pas suivi de thérapie à l'interne chez Meraki. Absolument pas. Il y avait des rencontres ponctuelles qui duraient quelques minutes. Oui, puis il n'y en a pas eu beaucoup des rencontres. Là. On parle de janvier 2018, mars 2018 et novembre 2018. Oui. C'est tout. Non, il y en a sûrement eu quelques-unes à la suite de ça. Après, Je me souviens pas, là, mais c'est sûr qu'eux, ils ont recommandé. Il n'y en a pas eu beaucoup, là. S'il y en a eu 10, c'est beau, mais après qu'elle ait fait de la testo, tu sais, la quatrième rencontre, la testo est enclenchée. Je sais même pas s'il y en a eu 10. Il y en a peut-être eu 8 en tout, parce qu'ils l'ont rencontré pareil pour faire une demande au GRS pour qu'elle ait sa double mastectomie. 8, c'est maximum, là. ce sont des rencontres surtout de planification, Absolument. où là, on donne l'ordonnance Oui. pour la prochaine étape. Oui. Mais y a-t-il eu accompagnement psychothérapeutique? Absolument pas. Absolument pas. Rien. 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 Que des rencontres pour planifier, programmer. Oui. C'est tout. Oui. Il n'y a pas de psychologue sur place, il n'y a pas rien de tout ça. Et pourtant, on vous disait qu'elle était atteinte de la dysphorie de genre, d'une dysphorie de genre. Oui. On avait posé un diagnostic. Oui. À partir de quoi? À partir de ce que Rose leur disait. Mais Rose était allée sur les réseaux sociaux, elle s'est fait influencer beaucoup, beaucoup. Et je pense que Rose savait exactement quoi dire pour qu'on lui dise que c'était une dysphorie de genre. Par contre, la psychologue, ça n'a pas marché avec elle. Rose, elle n'a pas réussi à la convaincre. À la convaincre. Mais moi, j'avais parlé à la psychologue, j'y avais dit ce que j'avais vu depuis que Rose était au monde, mais je l'ai fait quand même avec le Centre Meraki. Mais moi, ils n'ont pas tenu compte de ce que moi je pensais, là. Les mises en garde que vous avez émises n'ont pas été prises en considération? Absolument pas. Absolument pas. Vous étiez dans une forme d'impuissance. Absolument. Absolument. Votre fille voulait avancer vite. Oui. On lui offrait une solution rapide. Exact. Et vous étiez dans un train qui va trop vite, là. Absolument. Quelles étaient vos options? Quelles étaient votre prise sur la situation? Écoute, à part consulter, là, parce que j'étais vraiment... C'était un gros choc. Pour un parent, c'est vraiment pas facile à vivre. Moi, je me souviens, là, tu sais, j'avais des photos de Rose dans la maison, elle les détruisait, elle les enlevait, elle voulait rien voir d'elle. Toutes ces photos que j'avais dans mon ordinateur, elle a tout détruit ça.
Fait que j'ai pas beaucoup de photos de Rose quand elle était jeune. J'en ai pratiquement plus, malheureusement. Euh, Moi, Rose, c'est sûr, elle voulait que je l'appelle Maxime. Moi, je voulais pas. J'étais contre ça. C'est sûr que les démarches ont été prises pareil pour changer de son nom, excuse-moi. Ah, Parce qu'on n'avait pas le choix, mais moi, j'étais pas capable de l'appeler Maxime. C'était très, très difficile pour moi. Moi, quand elle détruisait les photos de Rose, mais quand Maxime détruisait les photos de Rose, ouais. je lui en voulais. Moi, j'avais l'impression que Maxime tuait Rose. J'ai vécu ça comme un deuil. C'est comme si Rose était morte. Puis j'étais pas capable de dealer avec ça. Donc, Maxime, j'y en voulais. J'étais pas capable de m'attacher à Maxime. Du tout. Mais ça devient très, très contradictoire pour un parent parce que c'est ton enfant. Fait que t'as un combat intérieur, là, que tu sais pas quoi faire avec ça. C'était comme des montagnes russes d'émotions que je vivais, comme même, je dirais, un tsunami à l'intérieur de moi. J'avais l'impression que les tripes voulaient me sortir du ventre. C'était très, très, très souffrant. J'ai même envoyé Rose de chez moi. J'étais plus capable de vivre avec elle, là. Parce qu'elle voulait que je l'appelle Maxime, puis j'étais pas capable. Fait qu'elle est allée vivre une période de temps chez ma mère. J'étais pas capable de vivre avec ça. C'était contre nature. Absolument. Et votre corps parlait. Absolument. Vous étiez en réaction physique. Oui. Oui. Sans aide, seul avec ça. Oui. À part l'aide du psychologue que j'ai eu, mais qui me disait que mon rôle, c'était de l'accompagner, là. Mais outre ça, étiez-vous accompagné par votre famille, vos amis? Comment ça se passait? Ah. Tu sais, souvent, on me disait, tu sais, elle n'a pas choisi de naître, elle peut-tu choisir son corps? Mais je pense que, puis tu sais, même mes amis ils me disaient, voyons, Daniel, c'est ton enfant. Je pense qu'une personne qui ne vit pas ça ne peut pas comprendre ça. Un parent peut pas comprendre. C'est facile de dire, ben oui, mais c'est ton enfant, qu'il soit un gars, qu'il soit une fille. Tu vas l'aimer pareil. Tu sais, c'est comme essayer d'expliquer des contractions à un homme. Il peut pas le comprendre. Puis c'est la même chose. J'ai souvent encore ces remarques-là. Puis moi, ça vient me chercher dans le plus profond de mon être parce que tu sais pas ce que ça fait. Tu sais. Je suis en contact avec d'autres parents qui vivent ça. Puis c'est un drame pour eux autres aussi. Là. Je suis pas la seule à le vivre. Puis, tu sais, quand je leur dis que j'étais pas capable d'aimer Maxime, ça les soulage parce qu'ils sont là-dedans. Puis ils se sentent coupables. Fait que de voir que c'est un sentiment qui est normal, ça les apaise. Elles ne sont pas seules. Non. Il y a un phénomène de séparation. Tout le monde est dans son petit coin à souffrir, j'ai l'impression. C'est ce que je ressens. Oui. Autant les parents que les jeunes qui Oui. veulent détransitionner, ils ont l'impression qu'ils sont seuls avec tout ça. Absolument. Alors que non. Il y a plusieurs parents et plusieurs enfants qui le vivent. Oui. Exact. Et ça fait du bien de se sentir solidaire Ouais. ou d'être entouré. Oui. Mais ça ramenait pas Rose pour autant. C'est-à-dire que Maxime avait pris le dessus. Mais Absolument. Rose, transformée en garçon, prenait le dessus. Absolument. Et là, les étapes étaient proposées. Mastectomie. Qu'est-ce que le centre Meraki proposait encore là, de plus? Là? Mais c'est sûr qu'ils ont parlé d'une phalloplastie. Mais ça, c'était une opération qui s'offrait à l'âge de 18 ans seulement. Ça, légalement, il n'y avait pas le droit avant l'âge de 18 ans. Donc, On parle ici de construire un faux pénis. exactement. Phalloplastie, donc Oui. on crée un pénis féminin, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le domaine, là, entre guillemets. On proposait ça. Oui. Est-ce que Rose l'avait demandé? Ou bien c'est Honnêtement, venu d'eux? Ben, à l'époque, quand on allait au centre Meraki, je me souviens pas qu'elle l'ait demandé. Mais suite à son opération, quand elle a eu sa double mastectomie qui s'est effectuée au GRS de Montréal, ça c'était à l'âge de 16 ans, et quelques semaines avant que Rose ait ses 18 ans, le GRS a contacté Rose pour lui demander si elle voulait céduler son rendez-vous pour sa phalloplastie parce qu'elle se dirigeait vers ses 18 ans. Donc c'est eux qui l'ont contacté pour lui dire, là, 18 ans arrive, là, on prend-tu votre rendez-vous pour la phalloplastie?
On a offert l'opération. Oui, exact. Il n'y a pas eu de demande de Non, Rose. il n'y avait pas eu de demande de fait au GRS pour une phalloplastie. C'est venu des services Exactement. qui font un peu, je dirais pas de promotion, mais Oui. ils vont chercher le client potentiel. Exact. Puis il n'y avait pas eu de demande non plus du centre Meraki pour qu'elle ait une phalloplastie. Fait que c'est vraiment eux autres qui l'ont contacté. Et qu'a-t-elle répondu? Mais Rose, à ce moment-là, elle leur a dit « Est-ce que je peux vous rappeler? » Elle a senti comme des émotions monter en elle, qu'elle m'a raconté. Elle dit « Je vais vous rappeler. » Elle a raccroché, puis elle s'est mise à pleurer. Puis elle s'est dit « C'est pas ce que je veux. » Et elle a réalisé là qu'elle avait fait une erreur, qu'elle n'était pas mieux dans son corps depuis qu'elle était garçon, au contraire, qu'elle n'était pas mieux dans son être non plus. Tu sais, elle est atteinte d'un trouble de personnalité limite, et souvent, c'est des personnes qui sont pas bien avec eux autres. C'était ça son problème, là. C'était juste qu'elle n'était pas bien avec elle-même. Donc, ça l'a fait réaliser qu'elle avait fait une erreur. Puis, elle a raccroché, elle a pleuré quelques minutes, puis elle m'a appelé pour me dire « Maman, t'avais raison. Je me suis trompée. » Ça paraît surprenant, Danielle, parce que on a l'impression que la transition qu'elle a vécue, ça allait dans son sens. Maxime prenait le dessus sur Rose. Ça allait bien, ça avançait bien. Les hormones, double mastectomie. Oui, On aurait pu penser que son chemin était tracé vers le masculin. oui, Et là, il y a eu un pivot, un basculement. oui. Elle a réalisé ça, qui n'était pas mieux, dans le fond. Même si maintenant, elle avait plus de sein, même si elle se dirigeait pour être Maxime, elle n'était pas mieux. Donc, elle a réalisé que c'était pas ça le problème. Dans son fort intérieur, là, il y avait toujours le doute que c'était une erreur, qu'elle était toujours Rose. Elle me le disait pas, par exemple. Non, mais dans son fort intérieur, c'était là. Et ça remontait à la surface lors de l'appel Ouais, téléphonique, lors de exactement. l'offre pour construire un faux pénis. Exactement. Puis Comment moi, oui, oui, moi, quand elle m'a appelé puis qu'elle m'a dit ça, là, moi, j'étais contente. Même si, tu sais, c'est des grosses épreuves, puis tu sais, elle va devoir subir des opérations, puis tout ça, c'est gros ce qu'on a à vivre. Mais moi, j'étais tellement contente, parce que moi, j'avais l'impression que Rose était morte. Je vivais un gros deuil depuis plusieurs années. Et là, c'est comme si Rose était revenue à la vie. Je l'ai vraiment senti comme ça. Moi, j'étais émotive, j'étais contente. Ça a été un des plus beaux cadeaux qu'elle m'a fait, de redevenir Rose. et cette journée-là, c'était vraiment sincère chez elle. Vous avez senti que, Ah, oui, oui. que c'était un retour en arrière. Absolument. Façon de parler. Oui. Mais, OK, on change le paradigme. Vous l'avez cru. Oui, C'était profond. c'était profond. C'était profond. Je savais que là, c'était fini tout ça, là. Ce cauchemar-là, il venait de finir. Quoique la détransition était aussi une épreuve. Oui, oui, absolument, absolument. Mais quand même, c'était pour vous un ancrage de dire, ah, OK, là, on Oui. revient dans une forme de réalité Oui, et on va travailler pour que la détransition se passe convenablement. Mais vous aviez là, quelque chose, vous avez accroché quelque chose. Là. oui, 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 oui. Moi, j'étais heureuse, là. C'était une renaissance. C'était un peu comme si ma fille avait été décédée, puis qu'il y a un miracle qui se produit, puis qu'elle revient à la vie. Je l'ai vraiment vécu comme ça. J'étais tellement heureuse, là. Tellement heureuse. Puis après ça, elle m'a envoyé une photo d'elle. Elle s'était mis une perruque, parce qu'elle avait les cheveux courts, tu sais. Puis elle s'était mis une perruque, les cheveux longs, avec un petit chapeau. Puis quand je l'ai vue, là, c'est... Wow, ouais, j'étais tellement contente, là. Je retrouvais ma fille. Votre fille que vous aviez perdue autour de 13, 14, 15 ans, Oui, vous l'avez retrouvée à quel âge? 18 ans. À 18 ans. Ben, là, presque 18 ans, Ouais. là. Elle était sur le bord d'avoir ses 18 ans. à 18 ans, Rose revivait. Oui, absolument. Oui. Un beau cadeau. Avec le recul, quand vous regardez le traitement et l'offre de service que vous avez reçue de la clinique Meraki, qu'en pensez-vous de ce que vous avez reçu, de ce que Rose a reçu comme service? Oh mon Dieu. Premièrement, ça a été tellement, tellement rapide, là.
Je pense pas qu'on puisse diagnostiquer une dysphorie de genre après 1 ou 2 rencontres là, de 20 minutes. Là. Puis moi, je leur disais en plus que elle avait probablement vu des choses sur Internet, puis qu'elle savait quoi dire. Puis, écoute, il n'y a pas eu de service. Tu sais, quand tu dis qu'il y a un rapport de psychologue qui dit que c'est pas ça, puis qu'on procède quand même, moi, je vois une grosse faute professionnelle, là. Ouais. Tu sais, ouais. Pour moi, c'est une faute professionnelle, là. Fais-y voir un psychiatre. C'est pas parce que quelqu'un, tu sais, je veux dire, si un enfant te dit qu'il veut être un pirate, tu vas-tu y enlever un œil, là, tu comprends? Puis y enlever une main, puis pour y mettre un crochet. C'est beaucoup, là. C'est des cicatrices qui vont être là, qui sont là. Elle avait un corps en santé. Moi, j'appelle ça, elle a été charcutée, là. Carrément, là. C'est une charcuterie. Alors que si elle avait eu d'autres évaluations psychologiques, si t'es pas d'accord avec le rapport de la psychologue que moi j'ai vu avec ma fille, on va en faire d'autres, là. On va aller rencontrer d'autres psychologues, là. Mais non, ils n'en ont pas tenu compte, puis rendu là, moi, j'avais plus mon mot à dire, là. J'étais rendu à 14 ans, testostérone, 16 ans, les seins, pas besoin de signature de parents, là. Portez-vous une rancune en vous? Est-ce que vous en voulez à cette clinique? Absolument. Ouais. Absolument. Oh oui, d'autant plus que je les ai appelés, je pense, à 2 reprises. Mais je suis tombée sur la boîte vocale parce que je voulais leur dire que Rose est en détransition. C'est certain que je vis une colère, là. Ouais. On n'a même pas retourné mon appel. J'ai contacté le GRS en espérant qu'ils puissent reconstruire les seins de Rose. Parce que là, elle n'a plus de seins, tu sais. Puis on m'a dit que c'est rendu là, c'est esthétique, là. Il n'y a pas de service offert aux Il y a détransitionneurs, aucun détransitionneuses? service. On me dit qu'on pouvait me diriger vers un financement. Nous prêter l'argent avec des taux d'intérêt. Ah oui? Ah oui, oui. Mais par contre, ils ne peuvent pas l'opérer gratuitement, là. C'est On vous a fait une esthétique. offre à payer par tempérament, comme on dit, Oui. là. Temps par mois, Oui. là, comme une voiture. Oui, il me dirigeait vers... c'était Médic quelque chose, je me souviens pas du nom, là, mais eux offrent des financements pour tout ce qui est médical. Oui, parce qu'ils feront pas ça gratuitement. Fait que je leur ai dit, finalement, dans le temps, vous me disiez, on peut pas laisser un jeune souffrir, c'est important, la double mastectomie, il fallait tellement pas qu'elle souffre, mais aujourd'hui, c'est là qu'elle a vu cette dysphorie de genre. Aujourd'hui, elle se voit dans le miroir chaque jour. Plus de seins, des cicatrices. T'es obligé de se raser. Parce que du poil, elle en a eu partout, là. Donc, il faut que tu te rases à tous les jours. Puis là, vous me dites que c'est esthétique. C'est là qu'elle vit son plus gros mal-être, encore bien plus qu'à l'âge de 13 ans. Quand c'était dans sa tête. Là, elle le vit. C'est inscrit dans son corps maintenant. Exactement. Les cicatrices, Les l'effet cicatrices. de la testostérone sur la voix, Exactement. les poils Oui. et d'autres conséquences qu'on Ouais. ignore pour l'instant parce Ouais. qu'il y a très peu d'études sur les jeunes qui ont transitionné depuis, disons, 2010-2015. Ouais. Là. Il y a très, Ouais. très peu de données sur la santé à long terme. Oui. Puis tu sais, ça fait tellement de dommages, tu sais. Pas juste chez le jeune, ça fait des dommages collatéraux, tu sais. Oui. Tu peux perdre des amis, tu peux perdre de la famille parce que tu n'es pas d'accord avec ce processus-là. Autant que Rose a pu perdre des amis parce qu'elle transitionnait. Ça fait énormément de dommages collatéraux, là. Énormément. Fait que c'est pas juste une vie qui ont ruiné, là. Il y en a ruiné quelques-unes. Ouais. Aujourd'hui, quel est votre souhait ou votre espoir pour votre fille? Bien, c'est sûr que moi, j'aimerais qu'elle retrouve son corps de fille, pour commencer, pour qu'elle puisse se sentir femme. C'est une femme. Elle est née femme. Elle va mourir femme aussi. J'aimerais ça qu'elle ait son corps. T'sais, on est obligé de partir une campagne de financement, nous, parce qu'on n'a pas les moyens. C'est pas donné. Elle doit aller au laser. C'est une dizaine de séances. C'est très dispendieux. Une reconstruction, parce que c'est pas une augmentation mammaire. C'est
C'est une reconstruction, ça prend des expanseurs. C'est une grosse opération. Elle veut une chirurgie de la voix. Fait qu'on parle d'une trentaine, entre 30 et 40 000 $. On l'a pas. Puis, on se fout carrément de nous autres. On a carrément été abandonnés par le système, là. Aujourd'hui, c'est plus grave. Avant, ça l'était. Il fallait qu'elle change de corps, puis on enlève les seins, double mastectomie, mais aujourd'hui, on considère que c'est esthétique. Et qu'est-ce que vous souhaitez pour elle, pour sa vie de femme, au-delà du corps? Qu'est-ce que vous voyez comme futur pour votre fille? Ben écoute, je pense que Rose elle a le potentiel d'aider d'autres gens. Je pense que il y a beaucoup de pression sociale qui dirige les jeunes vers ça, le transgenrisme. Tu sais. Puis je pense que s'il y a des jeunes qui pensent à s'en aller là-dedans, je trouve ça important qu'ils puissent y réfléchir à 2 fois. Puis, tu sais, nous, notre porte est ouverte, autant moi en tant que parent que Rose en tant que jeune, pour communiquer avec eux, tu sais. Oui. Puis, Vous êtes disponible? Absolument. Moi, ma porte est grande ouverte. Elle est grande ouverte. Je parle déjà avec quelques parents. Là. On a déjà fait quelques podcasts, donc j'ai été contactée. Puis, je trouve ça tellement important parce que tu te sens tellement seul, tu te sens tellement délaissé. Puis, c'est important. Premièrement, tu te sens pas compris. Tu sais, tu vas voir des psychologues, même eux ne te comprennent pas, pardon. Donc, ouais, moi, je pense qu'on est là pour aider ces familles-là qui passent à travers ça. Pour sortir les familles de l'isolement? Oui. Oui, puis aussi peut-être à ce qu'un jeune puisse réfléchir comme il faut avant de passer à ce sac-là. Là. Parce que les risques de détransition sont là. C'est juste qu'ils sont cachés. C'est une vérité, ça existe, des jeunes qui détransitionnent. Rose, elle en connaît. Tu sais, je pense que Rose, elle a 5 amis trans, puis là-dessus, il y en a 3 qui détransitionnent. Fait que je trouve que ça commence à faire une bonne moyenne. Là. Oh. Ouais. Il y en a, mais on n'en parle pas. On parle du transgenrisme, mais on ne parle pas de la transition, par contre. De la détransition, par contre. Et vous aimeriez que ce sujet soit abordé de front? Absolument. Et tu sais, je pense pas qu'on devrait payer pour des transitions chez les jeunes. Absolument pas. Le cerveau, il se développe jusqu'à l'âge de 25 ans. Fait qu'à 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, es-tu assez mature pour prendre des décisions qui vont avoir des conséquences sur toute ta vie? Donc, je pense que moi, c'est quelque chose que j'interdirais, à moins que vraiment il y ait eu des signes là, depuis la tendre enfance. Je pense que ça peut représenter 0,1% de la population, puis même encore, je pense que je suis généreuse. Je pense que ça prendrait des examens très, très, très approfondis. Ça ne devrait pas être payé avant l'âge adulte, ça c'est certain. Ou même, tu sais, si les personnes paieraient dans le temps, tu sais, je connais un monsieur qui est dans la cinquantaine avancée, puis lui, il a transitionné, il avait peut-être 20 ans, fait que ça fait des années et des années. Lui, c'était vraiment un vrai cas, mais c'est lui qui a payé pour sa transition. Donc, je pense que si tu as à payer pour ta transition, tu vas être décidé en tabarouette, puis tu vas y penser 2 fois. C'est pas un coup de dé, c'est pas un jeu. Mais ici, c'est offert gratuitement à partir de 14 ans, sans l'approbation des parents. Tout est offert sur un plateau d'argent, oui. Sans frais. Oui, exactement. Puis le jeune n'a pas la capacité de prendre cette décision-là. Je pense qu'on doit tenir compte de la vie des parents, parce que en tant que parent, tu le connais, ton enfant, tu es la personne qui la connaît le mieux. Ça, c'est sûr, pas mal plus qu'un pédiatre qui l'a vu 20 minutes, là. Ouais. Tu sais? Moi, ça faisait 13 ans que je vivais avec elle. Si je te dis qu'elle n'a jamais eu de comportement de garçon, c'est parce qu'elle n'a pas eu. Là. Je le sais pas mal plus que toi, là, qui vient de la rencontrer, là. Fait que... Danielle, merci beaucoup pour ce témoignage. Ça me fait plaisir. Bon courage pour la suite. Merci. Et bravo pour votre ouverture envers les autres, des parents, des jeunes qui ont besoin d'un endroit où parler. Vous êtes là pour accueillir. Absolument. Absolument. On peut me contacter n'importe quand.
Merci et à bientôt. Merci, à bientôt.